Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre notre plateforme Evenprod et de suivre nos programmes sur votre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos programmes. Bienvenue donc dans votre émission Grand Témoin, votre nouvel espace de réflexion approfondie et de débat constructif. Comme vous le savez, nous y accueillons des figures emblématiques, des décideurs clés et autres acteurs du changement pour qu'ils partagent leur analyse, leurs perspectives et leurs expériences sur les sujets brûlants qui façonnent notre Sénégal et notre Afrique. Notre grand témoin est une femme au parcours remarquable, mêlant expertise, engagement et leadership. Bonjour, Madame la ministre d'État, professeure Awa Marie Coll Seck. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Evenprod. C'est un honneur de vous recevoir. En mai 2025, l'Organisation mondiale de la santé vous a décerné le prix pour la santé mondiale en reconnaissance de votre engagement remarquable, je l'ai dit, dans la lutte contre le paludisme et le renforcement des systèmes de santé en Afrique. Est-ce le couronnement de votre carrière exceptionnelle ? Je voudrais vous remercier d'abord de m'avoir invité et vous dire que pour moi, c'est une période de ma vie où peut-être j'aurai de plus en plus souvent des reconnaissances, puisque maintenant on a tout fait déjà. Oui. Mais bon, ça ne change rien à ma vie. Je suis très reconnaissante aussi d'avoir ces différentes distinctions. Mais je considère que c'est en réalité des challenges qu'on m'ajoute encore, parce qu'il faut mériter. Encore ? Ah oui, parce qu'il faut le mériter. Oui. Vous avez beau avoir une carrière, comme on dit, mais il faut aussi savoir terminer les choses en beauté et ne pas avoir d'accro ou faire des grandes erreurs. Donc pour moi, c'est maintenir le cap. Oui, maintenir le cap. Et vous êtes pourtant déjà une figure majeure de la santé publique au Sénégal et à l'échelle internationale. Première femme agrégée de médecine, spécialiste des maladies infectieuses et bactériologie, virologie. On a plusieurs questions naturellement à vous poser, professeur. La santé publique, bien sûr, avec la propagation actuellement de la fièvre de la vallée du Rift qui fait 22 morts. Ce sont les derniers chiffres des services de la santé. Et du Mpox également, on note 7 cas dans la région de Dakar. On va en parler. Mais nous vous recevons également à quelques jours de la 8e édition du Forum Galien Afrique prévue la semaine prochaine, du 28 donc au 31 octobre 2025, dont vous êtes la présidente du comité scientifique. Le thème de cette année porte sur souveraineté sanitaire en impératif pour l'Afrique. Et vous avez déclaré récemment lors du webinaire organisé par le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement que l'Afrique doit cesser de dépendre des autres pour espérer être souveraine sur le plan sanitaire. Ma question, c'est comment y arriver quand on sait que le continent importe encore 70% de ses médicaments et produit moins de 2% de vaccins seulement? Tout à fait. D'abord, c'est important de retenir qu'il faut ce choc. Il faut qu'on se dise, c'est pas possible. Il faut pas qu'on continue comme ça. Sinon, on va se dire, oui, comme on a l'habitude de commander ailleurs, continuons à le faire. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que notre argent doit continuer à aller enrichir d'autres? Pourquoi ne pas enrichir les Africains eux-mêmes? Donc, c'est tout un débat aujourd'hui. Mais je crois que ce n'est plus même un débat difficile, dans la mesure où tout le monde se rend compte, et dans tous les domaines, qu'on ne peut pas continuer à dépendre des autres. Dépendre des autres, c'est pour moi comme une forme de néocolonialisme, d'esclavage ou autre. On dépend des autres. Pourquoi? On a tout en Afrique. On a beaucoup de richesses. On a les cerveaux qu'il faut. D'ailleurs, partout où vous allez dans le monde, vous allez trouver ou un Sénégalais ou un Africain, en tout cas, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour montrer à toutes les autres, disons, races du monde que nous sommes là et que nous existons. Et même parmi les meilleurs. Donc voilà, c'est vraiment important. Quand on parle maintenant de la santé, c'est aussi un autre débat. C'est vrai qu'il y a le problème des médicaments, mais il faut dire que ce n'est pas normal que
par exemple, les gens continuent à aller se traiter en Europe ou aux États-Unis quand les personnes ont les moyens et que c'est suffisamment grave. Pourquoi ne pas le régler ici? Combien de personnes vous avez entendu, dont vous avez entendu dire qu'elles sont mortes en France, aux États-Unis, en Inde, partout? Parce que simplement, on n'a pas tout ce qu'il nous faut ici. Or, on a les cerveaux qu'il faut. Donc, il faut financer la santé. La santé a un coût, mais il faut donc qu'il y ait les moyens mis à la disposition donc, de ce secteur. Le problème de la souveraineté, c'est un problème de financement d'abord. Aussi. Et aussi de mindset, de ne pas accepter que les choses restent comme elles sont. Vous avez parlé de la Covid-19 comme une gifle dernièrement face à la prochaine pandémie éventuelle, inévitable peut-être. Et quelle est la mesure institutionnelle la plus urgente que l'Union africaine doit adopter pour éviter de revivre la dépendance observée en 2020, qui était sur le plan sanitaire véritable annus horribilis pour l'Afrique? Tout à fait. On a eu beaucoup de chance. Tout le monde était inquiet. Les gens se disaient, si Covid arrive en Afrique, avec notre système de santé qui est faible, les financements qui sont faibles, les co-infections avec plein d'autres choses, ça risque d'être la catastrophe. Ça ne s'est pas passé comme ça, grâce à Dieu. Mais je pense que ça a permis aussi de se dire, il ne faut pas qu'on soit défaitiste et qu'on croit que tout doit mal se passer en Afrique. Donc, c'est un peu le raisonnement qui a trait aujourd'hui. Et l'Union africaine a pris aussi les choses sérieusement avec une stratégie à long terme qui prend en compte la santé et met la santé au cœur même du développement. On doit toujours penser à la santé comme, disons, un investissement pour pouvoir aller de l'avant. Ce n'est pas simplement un coût ou une part, non. C'est aussi, vous savez, les personnes en bonne santé travaillent mieux, que ce soit dans l'agriculture ou même dans les bureaux en tant que fonctionnaire. Si vous êtes malade, vous n'êtes pas productif. Donc, ça a un impact direct sur l'économie des pays. Donc, il faut qu'on mette les choses dans ce sens. Et qu'on ne se dise pas, si on met de l'argent dans la santé, bon, on perd tout, quoi. On le met, mais on n'y gagne rien. On gagne vraiment. Un autre exemple, quand vous avez $1 que vous investissez pour un vaccin, pour vacciner quelqu'un, un enfant notamment, vous récupérez $27. Ça, ce sont des études scientifiques qui montrent que quand vous mettez de l'argent dans la santé, vous récupérez beaucoup. Donc, si on comprend ça déjà au départ, ça nous permet d'aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la souveraineté. L'Alliance Gavi a joué un rôle crucial dans l'accès au vaccin. Comment l'Afrique peut-elle transformer sa relation avec les partenaires internationaux, je pense à la Banque mondiale, à l'OMS, pour passer d'une relation de dépendance en partenariat équilibré où l'Afrique dicterait ses propres priorités? Je vous avais donné l'exemple de Gavi. Oui. Et Gavi s'est pratiquement imposé pendant le Covid, l'épidémie à Covid-19, en disant ce n'est pas normal que les vaccins aillent que vers les pays du Nord. Et a créé un fonds pour pouvoir acheter des vaccins pour nos pays. Il a fallu donc qu'un organisme international décide que ce n'était pas normal. Mais quand on se retourne pour parler de financement des autres, je crois qu'il faudrait d'abord qu'on parle des financements domestiques. Il faut que les Africains, que les gouvernements africains comprennent qu'on ne peut pas toujours tendre la main à Gavi ou à une autre structure. Il faut aussi on mette la main à la poche, comme on dit. Les présidents africains avaient déjà, au début des années 2000, parlé de 15% pour le budget de la santé. Absolument. Il y en avait même 4 pays qui avaient décidé vraiment d'y aller. Tout le reste a continué à traîner. Tous les autres pays ont continué à traîner, dont le Sénégal. Oui, nous sommes entre 7 et 8%. C'est ça. Donc, budget. on n'a toujours pas atteint les 15%. Et toujours, on pose le problème d'ailleurs, comment on calcule ça pour expliquer que peut-être on fait plus. Mais les 15%, aujourd'hui, pratiquement, c'est 2 pays, je crois, qui restent
autour de ces 15%. Et ces deux pays sont Cap-Vert, ça je me souviens bien du Cap-Vert. Oui. Et le Rwanda faisait partie, mais maintenant au-dessous, alors qu'ils ont à un moment essayé. J'ai l'impression que ça doit être le Botswana ou un pays disons, d'Afrique australe. Voilà, c'est tout. Donc, nous aussi, une manière de réagir, c'est de se dire, on ne peut pas être toujours là à recevoir. Il faut aussi que l'on puisse mettre nous-mêmes les moyens sur la table. Ça nous donne notre indépendance aussi. Une autre chose que vous avez parlé de Gavi, je prends cet exemple, c'est que Gavi a aussi un fonds dédié à la production locale et qui est géré avec Africa CDC. Ça aussi, c'est un élément important de pouvoir dire, passons maintenant le témoin à l'Afrique. Pendant longtemps, Gavi a renforcé les entreprises pharmaceutiques asiatiques. Et beaucoup de médicaments, beaucoup de vaccins notamment, étaient achetés là-bas. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Afrique. On doit aider aussi. Mais après, les gens se prennent en main. Donc, c'est vraiment dans ce sens. Je voudrais dire aussi, parce qu'on parlait de vaccins, que nous, au Sénégal, nous avons une initiative qui s'appelle Afrivac, qui implique le secteur privé dans le financement des médicaments. Parce que Gavi, à un moment donné, dit au pays, vous avez une croissance économique qui est bonne, avec un niveau de PIB d'un certain, disons, on peut dire tant de dollars, de milliers de dollars. Donc maintenant, vous devez commencer à vous prendre en main seul. Et nous, on sait que si on le fait comme ça, il y aura beaucoup de pays qui ne tiendront pas le coup. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette initiative, pour pouvoir vraiment faire participer le secteur privé à cet effort pour la vaccination en Afrique. Et on va le faire dans d'autres pays africains. C'est dire donc qu'on doit trouver nos propres ressources, trouver nos propres, disons, partenaires pour mener ensemble le combat. Le faire dans d'autres pays africains, c'est d'autant plus important puisque le marché pharmaceutique africain est très fragmenté. Quelle incitation politique ou économique devrait être mise en place pour encourager la coopération, la mutualisation des usines? Ici au Sénégal, par exemple, nous avons le vaccinopole de Diamniadio qui peut produire jusqu'à 300 000 doses de vaccins par an et d'autres chaînes d'approvisionnement entre les pays africains. Comment on devrait mutualiser tout cela pour permettre au continent d'être souverain? Alors, là, il faut rendre hommage quand même à l'Union africaine qui a créé un système de régulation avec comme d'ailleurs envoyé spécial le docteur Michel Sidibé, qui est ancien ministre de la Santé donc, du Mali, et qui est donc l'envoyé spécial au niveau de tous les pays pour expliquer justement que chaque pays ne peut pas avoir sa propre régulation. Il faut qu'on arrive à avoir une régulation africaine. Absolument. Comme ça, tous les produits qui existent peuvent être utilisés partout. Mais qu'il n'y ait pas les produits pour le Sénégal avec une régulation particulière, les produits pour le Mali, pour la Zambie ou autres. Ça pourrait raffermir ce marché africain. Donc, il y a maintenant beaucoup de résolutions qui ont été prises à ce sujet-là. Et l'agence de régulation a été mise sur pied. Et je crois que c'est déjà un pas important. Maintenant, il faudra aussi des décisions politiques. On ne peut pas être en concurrence les uns aux autres. Si l'Institut Pasteur de Dakar arrive à faire des vaccins contre, disons, le PEV, rougeole, tétanos et autres. La fièvre jaune, par exemple. Voilà, fièvre jaune, que les pays africains achètent leurs vaccins ici. Ça aussi, c'est un engagement citoyen, panafricain. Il ne faut pas qu'on parle, il faut qu'on agisse. Si chacun aussi décide de faire sa propre petite usine de son côté, ça ne réglera pas le problème du marché. Donc, il faut qu'on se partage un peu. Le Rwanda dira, moi, je veux faire tel type de vaccin, je suis déjà avancé, laissez-moi y aller, j'y vais, je vous les vends. Un autre fait la même chose. Chaque pays même peut avoir un type de produit qui soit fait dans ce pays-là, pour que ce pays aussi ne perde pas. Il ne faut pas que tous les pays, que certains pays seulement vendent et que les autres soient consommateurs. Il faut aussi que un autre pays dira, moi, c'est le sérum, mon truc. Donc,
acheter tous les sérums chez moi. Donc voilà un peu, l'Afrique du Sud est très avancée aussi en matière de vaccins déjà. Oui. Pourquoi ne pas pousser, aider l'Afrique du Sud pour faire certains types de vaccins? Oui. Nous, on est prêts au niveau du Sénégal. Oui. Et je crois que c'est vraiment pour moi une fierté. Oui. Parce que partout où je vais, quand on parle de vaccins, quand on parle d'efforts qui sont faits par les pays, on cite donc l'Institut Pasteur de Dakar. Oui, et ça, c'est une grande fierté. Tout à fait. Le Forum Galien, une plateforme donc d'échange scientifique, va réunir aussi des acteurs privés, notamment dans la pharmacopée traditionnelle. Comment le Forum envisage-t-il l'intégration de la validation scientifique des produits de la médecine traditionnelle dans le système de santé moderne, tout en garantissant également la souveraineté sur la propriété intellectuelle africaine? Alors, le Forum Galien, il faut aussi savoir qu'il est un forum international d'abord. Oui. C'est d'abord la Fondation Galien, au plan international, qui a créé un prix d'abord, puis un forum pour discuter des problèmes de santé et trouver des solutions. Beaucoup de pays y ont adhéré et il y a des sortes de branches par pays, que ça soit aux États-Unis, puisque c'est, on peut dire, la fondation mère, Oui. mais également en France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Grèce, en Russie, en Chine, en Inde. Donc, tous ces pays ont adhéré et ont compris que c'était important que les gens discutent de leurs propres problèmes. Oui. L'Afrique n'était pas présente et nous avons, il y a donc 8 ans maintenant, puisque c'était pratiquement en 2018, nous avons été contactés et à l'époque, c'était au plus haut niveau avec le président Macky Sall, qui avait demandé à ce que moi-même je m'occupe de cette affaire-là. Donc c'est comme ça qu'on a créé même après une association pour s'occuper du forum Galien Afrique. Donc c'est une plateforme d'échange, de recommandations, de guidance pour les gens, pour vraiment que les pays se rendent compte qu'il faut que nous, on ait notre propre manière de faire en Afrique. Et c'est pour ça que nous avons intégré justement la pharmacopée traditionnelle. Absolument. Ça n'existe ni en Inde, ni en France, ni rien. Ils n'ont pas cet aspect-là. Et nous l'avons et dans les discussions que nous faisons, et au niveau du prix, puisqu'il y a un prix spécifique pour la tradithérapie. Et ça, c'est une manière de contribuer à ce que vous dites, qu'on puisse penser à nos propres produits, à notre propre, disons, intelligence africaine, à nos propres valeurs, parce que les gens se traitaient bien avant. Donc, je me dis que, et nous tous, on le sait, quand vous avez telle chose, on vous dit Dieu le lit, Dieu le là. Donc, c'est vrai que on sait qu'il y a des choses qui existent. Absolument. Maintenant, vous parlez de brevets et autres, c'est ça peut-être qui pose problème. C'est un peu plus difficile. C'est plus difficile, mais nous avons aussi, avec notamment l'Organisation mondiale de la santé, beaucoup d'efforts qui sont faits dans le cadre de la recherche. Nous avons d'ailleurs, parmi les membres de notre comité scientifique, de notre comité du jury pour le prix, Rokhaya Sanogo, qui est professeur à l'université donc au Mali, qui est expert de l'OMS et qui fait partie donc des personnes qui jugent ceux qui proposent des produits de tradithérapie. Donc on veut apporter notre contribution, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large que le Forum Galien, le problème de la tradithérapie. Ça doit être pris en compte par l'Afrique. Et il y a bien sûr, comme je le disais, des structures comme l'OMS qui essaient vraiment d'aider par rapport aux brevets et des choses comme ça. C'est un problème très sérieux parce que de notre côté, ça fait aussi beaucoup de dégâts, malheureusement, il faut aussi le dire. C'est pour ça qu'il faut quand même organiser cela. Bon, je pense que je parle de quelque chose parce que quand j'étais en fonction comme ministre de la Santé, j'ai eu à travailler et il y avait même carrément une structure qui s'occupait de tradithérapie. J'ai beaucoup travaillé avec les tradithérapeutes. Il y en a qui sont ouverts à cela, il y en a qui préfèrent travailler dans leur coin, mais c'est des efforts qu'il faut qu'on fasse parce que c'est pour le bien de l'Afrique. Il faut qu'on revienne à nos valeurs et on en a. On a ces valeurs-là, on a les produits, mais il faut vraiment mettre les choses aussi un peu plus dans
disons, d'une manière un peu Mettre plus cartésienne quand un peu même, plus de même normes. si c'est, Oui. voilà, avoir des normes pour cela. Oui. Et il y a des produits aussi qui sont des antitussifs, il y a des anti-helminthiques pour les vers et autres. Mm. Il y a des produits qui sont homologués et qui ont leur brevet. Oui. Donc, il faut continuer dans ce sens. Oui. La souveraineté, professeur Marie Kolsek, la souveraineté sanitaire passe aussi par le capital humain. Comment renforcer la formation, mais surtout la rétention du personnel soignant? Je vous vois sourire parce que c'est un vrai sujet actuellement. L'exode médical, c'est un vrai problème pour les Africains. Comment valoriser davantage nos soignants pour qu'ils restent chez nous? Pour moi, n'oubliez pas que j'ai été aussi syndicaliste. Donc, oui, ça ne m'a pas échappé. Donc ça, Oui. c'est pour dire que moi, Oui. je me suis toujours battue pour une motivation du personnel de santé, Oui. mais également une meilleure formation pour prendre en charge les personnes qui viennent dans les structures de santé. Mais aussi, je me suis beaucoup battue parce que je pense que l'accueil, c'est un sujet d'actualité. Absolument. L'accueil dans les structures de santé doit être vraiment amélioré. Et on a eu beaucoup d'expériences, des personnes qu'on a même recrutées que pour ça, qui parlent les langues, qui puissent accueillir. Parce que quand vous arrivez dans une structure, vous êtes malade, vous êtes déjà en situation presque d'infériorité. Vous arrivez, on vous dit passez ici, passez là-bas, etc. On ne vous parle pas ou on vous ignore. Ça pose problème. Donc ça aussi, c'est vraiment dans le cadre de la formation du personnel, mais également plus de moyens dans les structures pour qu'il y ait des personnes dédiées aussi à ce genre de choses. Oui. Mais comment les retenir? C'est d'abord leur permettre d'être bien formés ici. Oui. Une certaine instabilité parfois au niveau des universités fait que des gens préfèrent aller faire des études ailleurs et ils restent là-bas. Oui. Mais d'une manière générale, en tout cas en ce qui concerne le Sénégal, le personnel de santé a une excellente formation pour l'instant et je pense que ça, c'est pas dégradé au point où on puisse en parler. C'est vraiment des gens qui ont une excellente formation, ces personnes sont très utilisées ailleurs. Maintenant, pour les retenir, il faut d'abord les infrastructures qu'il faut. Oui. Vous ne pouvez pas. L'Institut Pasteur, je donnerai l'exemple tout à l'heure, parce que l'Institut Pasteur a fait revenir beaucoup de Sénégalais qui travaillaient dans des grandes boîtes, dans des grandes usines au Canada, aux États-Unis ou en France, en leur offrant une possibilité d'avoir un encadrement, une structuration de l'Institut Pasteur, des équipements qui leur permettent de travailler comme s'ils étaient au Canada ou ailleurs. Oui. Donc, l'équipement, les infrastructures, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir une formation très pointue et vous retrouver dans une structure où vous n'avez même pas de radiologie, le laboratoire ne marche pas, etc. Oui. Je donne toujours comme exemple le service aujourd'hui du professeur Seydi, qui s'est beaucoup battu, qui a un service maintenant à l'hôpital Fann. À l'hôpital Fann où, quand on y va, on se sent à l'aise. Et les gens qui y travaillent sont épanouis parce qu'ils ont le matériel qu'il leur faut. Oui. Mais quand vous êtes dans une autre structure où il n'y a pas le matériel, où tout est vétuste, comment vous voulez retenir les gens qu'ils travaillent dans ces conditions? S'ils ont une meilleure offre, ils prennent cette offre-là. Oui. Il y a également, enfin, mon point important, on s'est beaucoup battu pour revaloriser le statut du personnel de santé. Oui, parce qu'il n'y a pas que le plateau technique. Hein. C'est ça. On a beau être patriote, etc. Mais si vous n'avez même pas de quoi payer votre loyer correctement, aider votre famille, vous occuper de toutes ces choses-là, d'avoir même vous-même votre maison, pourquoi pas? Pourquoi on doit toujours payer des loyers? Donc il y a beaucoup d'incitations et de motivations qu'on pourrait mettre sur la table pour permettre aux gens de rester. Mais sans tout ça, c'est difficile d'être exigeant et de vouloir que nous ayons le meilleur système de santé, parce que le système de santé est basé aussi sur des ressources humaines de qualité, mais également motivées. Et épanoui. On est épanoui, on aime aller au travail, mais si on se dit, mon Dieu, je pars encore ce matin, ça, c'est pas bon. On y va en traînant les pieds. Au mois d'août dernier, les infirmières et les sages-femmes nigérianes étaient en grève, justement, pendant une semaine, un mouvement d'une semaine pour réclamer de meilleures conditions de travail et une revalorisation de salaire. Ça, c'est en droite ligne de ce que vous dites. Le taux de soignants par habitant est
déjà très faible en Afrique. La densité d'infirmiers et de sages-femmes était en 2020 de 2,9 pour 10 000 habitants au Bénin. Et au Sénégal, 3,5 selon l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, pour le jeune médecin qui regarde professeur Awa-Marie Coll Seck, qu'est-ce que vous lui dites? Est-ce que seulement la fibre patriotique suffit pour rester au Sénégal? Qu'est-ce que vous conseillez à un jeune médecin qui vient de sortir de l'école? Bon, je crois que de toutes les manières, au départ, il faut se dire, c'est mon pays, j'ai été formé ici et je dois pouvoir rendre cela. Oui. Maintenant, c'est à l'État d'essayer de vous retenir. Oui. Mais le premier geste, c'est de se dire qu'on doit quand même servir notre pays. Oui. Le patriotisme, la fibre patriotique doit être là. Oui. On ne peut pas décider, parce que je gagne beaucoup mieux ailleurs, je pars. Oui. C'est vrai, oui. C'est important, on aurait pu tous le faire, mais on réfléchit et on se dit, je dois quand même rester soigné, mes compatriotes, etc. Oui. Mais également, il ne faut pas... Je vois que de plus en plus des jeunes prennent des initiatives. Ce n'est pas tout le monde qui va aller à l'hôpital. Il y a des possibilités, bien sûr, d'ouvrir des cabinets dans le privé, de s'associer. Il y a beaucoup de travailler dans les entreprises. Ouais. Tout ça, c'est possible aussi. Et d'ailleurs, là-bas, ils ont souvent des meilleures conditions, par exemple, dans les entreprises. Mais aujourd'hui, l'État aussi a progressivement apporté quelques améliorations. Mais il y a toujours des engagements qui n'ont pas été encore mis en œuvre. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a encore souvent des mouvements et des syndicats qui se lèvent. Parce que bon, ils se disent, si aussi on ne se lève pas, on ne va jamais régler notre problème qui avait été officiellement été considéré comme ayant été résolu. Parce que l'État s'était engagé à faire telle ou telle chose. Donc, moi, le message que je voudrais envoyer, c'est d'abord que l'Afrique ne peut pas considérer que c'est, disons, ce qui est lucratif d'abord. Il faut qu'en tant que citoyen, on se dise qu'on a un rôle à jouer, qu'on a à apporter notre pierre à cet édifice. Et ça tombe bien, tout le monde parle de souveraineté. Vous ne pouvez pas avoir cette souveraineté si vous êtes ailleurs. Donc, il faut... Maintenant, il faut également utiliser la diaspora. Ce n'est pas parce qu'on est parti qu'on ne s'intéresse plus à son pays. Donc, même si les gens décident de partir, il faut qu'ils gardent à l'esprit qu'il y a des gens qui souffrent ici et qui ont besoin de leur appui. Donc, toutes les aides sont possibles et tous les partenariats aussi sont possibles. Donc, on peut aussi faire quelque chose, même si on est ailleurs. Même si on est ailleurs. Ce qui rend complexe peut-être cette problématique, c'est que de notre côté, les pays développés, je pense au Canada par exemple, ou au Royaume-Uni, où on note beaucoup de médecins, de jeunes Africains qui vont dans ces pays-là. Certains parlent même de pillage médical. L'OMS a publié une liste de 55 pays qui sont vraiment déficitaires en termes de personnel soignant. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? L'Afrique manque ses fils quittent pour aller dans ces pays développés également. Il y a un déficit criard de personnel soignant. Qu'est-ce que ça dit de notre époque selon vous? C'est ça, on est dans un monde assez, disons, difficile, où il y a des problèmes partout. Et parfois même, on croit qu'en partant, on aura une situation meilleure. Ce n'est pas toujours le cas. Vous parliez tout à l'heure de l'Europe ou de la France et autres. C'est surtout on parle des déserts médicaux. Ce sont des déserts médicaux parce que dans certaines zones, surtout plus ou moins rurales, dans les campagnes notamment, on ne voit pas de médecins. Vous avez souvent justement des Africains qui sont là-bas, qui sont adorés par les populations parce que c'est au moins eux qui les sauvent. Donc il y a des pays aussi, par exemple j'étais au Malawi il y a quelques années et c'était toute une promotion qui était partie. C'est-à-dire que pour aller en Europe, il y a même, disons, c'est presque un trafic d'hommes. C'est toute une mafia qui est organisée pour prendre des gens et les emmener. Et c'est des infirmiers. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on peut être dans ces pays, on est médecin, vous êtes infirmier là-bas. Vous êtes sage-femme, vous êtes aide-soignante là-bas. Donc, eux, ils veulent seulement du personnel qualifié.
bon marché, on peut dire pratiquement, parce que vous n'allez pas revendiquer trop de choses quand vous venez d'un endroit où peut-être vous n'étiez pas si bien payé. Donc, les gens jouent sur tout ça. Le monde est un village planétaire. Bien donc, sûr. les gens vont partout, Oui. mais il faut savoir que cette rétention dont on a parlé tantôt est un facteur important aussi pour éviter ce genre de choses. C'est comme la migration aujourd'hui des jeunes. Absolument. Tant qu'il n'y aura pas d'emploi comme il faut, Oui. eh bien, ils vont partir chercher autre chose. Oui. Donc, la rétention, c'est bien de dire aux gens de rester, mais il faut leur offrir quelque chose. Quelque chose. Et vous parlez d'immigration. La France, par exemple, a voté dernièrement une loi immigration et a créé, dans ce cadre, une carte de séjour pour les soignants. Et ça, c'est peut-être une incitation qui pousse les jeunes médecins africains à privilégier vers ces pays-là. Il y en a beaucoup qui sont en France, notamment, à cause peut-être de la langue. Mais vous allez aux États-Unis aussi, vous en trouverez autant. Notre pays, le Sénégal, pour revenir à la souveraineté, a initié un ambitieux programme de souveraineté sanitaire et pharmaceutique. L'objectif est de permettre à notre pays de couvrir d'ici 2025 au moins 50% de ses besoins en vaccins et médicaments par une production locale. C'est un programme très ambitieux. Qu'est-ce qui pourrait aider à concrétiser cette volonté politique? Les emplois, les usines pharmaceutiques, c'est d'abord le secteur privé. Et donc, je pense que l'État devrait favoriser justement cette possibilité de créer, au lieu de... Tout le monde fait la même chose. Dès qu'on a de l'argent, on construit un grand immeuble, on est tous dans ça. Le marché de l'immobilier... Dès qu'on a de l'argent, on y pense. Puis on pense à ce qui existe déjà et on fait la même chose. Il y a un grand espace pour l'industrie pharmaceutique. Et l'État devra réguler ce qui a été dit, c'est bien, mais il faut que l'État facilite cela en faisant, par exemple, en diminuant les impôts dans certains secteurs pour certaines activités, en donnant peut-être disons, des financements ou cofinancements. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais il faut quand même de l'incitation pour cela. Moi, je me dis que tout est possible. Si on a la volonté politique, on doit trouver les moyens incitatifs pour que ces usines puissent être... Il y a les pharmaciens qui sont formés dans ce domaine particulier. Il y a des biologistes, il y a tout le monde. On a les bras qu'il faut. Mais il faut les moyens pour créer une entreprise. Pasteur a eu des dons et aussi a des prêts. Parce que c'est beaucoup d'argent. Quand on parle du Vaccinospol, c'est pas juste on a eu envie de le faire, on le fait. Et l'État a aidé par rapport à cela. Donc, moi, je vois ça comme un partenariat plus public-privé pour qu'on puisse concrètement faire les choses. Mais il faudrait qu'on dépasse les vœux et je pense que c'est très bien déjà d'avoir à y réfléchir et avoir une vision, avoir même peut-être une stratégie. Maintenant, il faut trouver les financements. Et les financements... C'est le nerf de la guerre. Voilà, une partie, ce sera sans doute l'État et une grande partie aussi, ce sera le secteur. Le secteur privé. Le forum Galien va se dérouler au Sénégal à l'heure où il y a la propagation du virus Mpox et la fièvre de la vallée du Rift. Je rappelle encore une fois les derniers chiffres publiés par les services de la santé. 22 morts concernant la fièvre de la vallée du Rift et 7 cas concernant le virus Mpox à Dakar. Une situation qui inquiète donc les experts de la santé. Avant de parler des mesures préventives, professeur, ces deux maladies ont cette particularité, c'est-à-dire elles sont des zoonoses, donc transmissibles de l'animal à l'homme. Qu'est-ce que ça dit de notre façon de vivre actuellement? Je pense que peut-être je ne répondrai pas directement à votre question, mais je vais dire que cela me permet de parler d'un concept qui est le concept One Health, c'est-à-dire une seule santé. Tant que nous travaillerons d'une manière cloisonnée, c'est-à-dire le ministère de la Santé travaille et à chaque fois qu'il y a une maladie, on le regarde. En réalité, si on prend l'exemple de la fièvre de la vallée du Rift, c'est une maladie qui vient des animaux, notamment les petits ruminants. Donc, si vous
regardez le ministère de la Santé, lui, il est arrivé dans l'affaire en seconde zone, puisque c'était d'abord les animaux. Donc, il y a cette relation importante qui doit exister entre tous les secteurs. C'est ce qu'on appelle une seule santé. Et ça, ce sont des exemples typiques. Il y a la maladie chez l'animal. Ça aurait pu rester chez l'animal pendant très longtemps avant d'arriver à l'homme. Donc, il faut qu'il y ait un système de surveillance aussi pointu pour les animaux que pour les hommes. Parce que ça veut dire, s'il y a beaucoup par exemple, d'avortements chez les chèvres ou bien de bêtes qui meurent, etc., il faut qu'on se dise, c'est pas une histoire des bêtes seulement, c'est une histoire des animaux, c'est une histoire aussi de l'homme, parce que l'homme peut être infecté. Et je crois que c'est ça qui est le principe et le concept le plus important qu'on doit avoir. L'agriculture, l'élevage, l'environnement, la santé, c'est vraiment des choses qui vont ensemble. Et après, on ajoute aussi, pourquoi pas, l'éducation, parce que quelque part, il faut éduquer les populations, que ce soit à l'école comme ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y a eu même des réunions au plus haut niveau au Sénégal pour pouvoir créer cette multisectorialité dans la stratégie que nous mettons en œuvre. Donc pour moi, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce que on est peut-être l'un des derniers pays à avoir toutes ces maladies. On en voit beaucoup en Afrique. Partout où vous allez, il y aura ou telle chose ou telle autre chose. Donc, il faut qu'on fasse très attention, parce que c'est d'abord la prévention et les déterminants de la santé qu'il faut prendre en considération. Aujourd'hui, on peut vous dire que les personnes qui ont la fièvre de la vallée du Rift, d'abord, ce sont des personnes qui sont en contact avec les animaux, donc surtout les bergers, ceux qui aussi utilisent les produits animaux. Mais également, il y a le moustique. Et le moustique, maintenant, c'est à partir de lui que les hommes, et les personnes sont infectées. Donc, il y a eu sans doute une épidémie au niveau, disons, du cheptel pendant quelque temps. Et c'est après, quand il y a eu les cas humains, qu'on a vraiment dit, il y a la maladie. En fait, il faut qu'on travaille tous ensemble pour que très tôt, on dépiste les maladies, qu'elles soient chez l'homme, que ce soit un problème environnemental. En tout cas, tout le monde doit se dire, attention, travaillons ensemble, ne soyons pas cloisonnés. Et je crois que c'est ce qui nous permettra d'agir très tôt, mais également d'agir ensemble. En attendant cette multisécularité, est-ce que l'émergence de ces zoonoses vous inquiète? Bien sûr, bien sûr. Je suis infectiologue d'abord. Et donc, moi, j'ai été là quand on avait au service de maladies infectieuses, notamment à l'époque qui était dirigé par le professeur Ibrahima Diop Mar. Nous avions des ailes de coqueluche, des ailes de rougeole, des ailes de tétanos, des ailes de typhoïde, des ailes de choléra, quand il y avait des épidémies. Mais avec la vaccination, avec l'amélioration de tout ce qui est eau, accès à l'eau, accès au, comme on dit, water and sanitation, donc les deux ensemble, ça a changé le monde et ça a changé aussi beaucoup de nos pays, que ce soit les zones urbaines comme rurales. Mais il y a toujours des possibilités. Maintenant, l'environnement a fait que les hommes aussi ont empiété, je peux dire, sur le domaine animal. Absolument. C'est ce qui a entraîné certaines maladies comme Ebola et autres, qui venaient d'abord des zones forestières. Bon, il a fallu aller là-bas, peut-être couper plein d'arbres, s'installer, et puis finalement... L'urbanisation. Voilà, l'urbanisation. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Et avoir, comme on dit, ne pas aller mener des actions isolées. Il faut savoir que tout peut avoir après un impact sur la santé. Vous l'avez dit, le Sénégal est peut-être l'un des pays à connaître ces maladies. Donc on parle de la fièvre de la vallée du Rift et du virus Mpox. Et ce sont des maladies dangereuses. Quand même, concernant FRV, il y a quand même 22 morts. Tout à fait. À partir du moment où vous avez même un mort, c'est qu'il y a un problème. Donc une maladie qui tue, même si elle ne tue pas à 100%, mais elle tue, c'est un problème. Je vois que les autorités sont en train d'en parler.
Et on m'a parlé aussi de beaucoup d'actions de communication au niveau communautaire, même en langue nationale, tout ça. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'il faut parler aux communautés. Quand on a un problème de santé comme ça, si vous ne parlez pas aux communautés, si vous ne les informez pas, si vous ne les formez pas, ces communautés vont rester toutes seules à gérer leur cas sans problème en se disant c'est comme ça. Et c'est après maintenant que les hommes sont atteints. Donc il faut parler aux communautés, que les gens prennent les précautions. Et j'espère simplement, avec tout ce qui a été pris comme mesure, que ce ne sera pas trop tard pour voir encore les choses continuer. Oui. Mais il faut tout faire pour que ça s'arrête. Oui. Là, j'ai vu que ça a dépassé certaines régions. Oui. C'est en train de... Pour l'instant, la zone nord est encore l'épicentre. Voilà, et l'épicentre. Mais quand j'entends dire qu'il y en a eu à tel endroit, je me dis bon. Et puis voilà, j'ai parlé... Il y a 2 cas à Dakar, Kermassar et Sangalkam. Ah bon, voilà, donc, tu vois, ça arrive, enfin, pour moi, il faudrait être très vigilant. Ne pas se dire c'est gagné. À chaque fois, se dire comment on peut faire mieux. Et comment on peut faire mieux ensemble. Et ça pourra gérer ça au plus haut niveau. Parce que ça devient un problème politique. De santé publique. Plus haut niveau, ça veut dire quoi? Plus haut niveau, primature, présidence, c'est comme ça. Quand il y a des grands problèmes comme ça, on les gère au plus haut niveau possible. Et on renforce aussi le ministère de la Santé qui, lui, va sur le terrain pour régler tous les problèmes et qui doit avoir les moyens de le faire. Vous nous avez parlé de la FVR. Et quid alors du Mpox? C'est quoi cette maladie? Alors, le Mpox aussi. Mais ça, c'est une maladie qui, quand elle arrive chez l'homme, se transmet facilement d'homme à homme, comme ça. Avec Mpox, peut-être il y a plutôt avec la fièvre de la vallée du Rift, il y a le moustique comme vecteur. Et là, vous pouvez avoir un contact et faire attention, être propre. Là, c'est pas du tout la même chose. À mon avis, là, il faudrait mettre beaucoup plus l'accent sur l'hygiène. Parce que si vous avez quelqu'un qui a plein de boutons et vous arrivez, vous dites bonjour, vous faites des accolades, vous partez comme si de rien n'était. Donc, il faut arrêter tout ça? Il faut faire... Ah non, moi, personnellement, je vous dis que j'étais en voyage récemment. La personne avec qui j'étais va sans doute rire parce que j'ai vu une personne qui avait beaucoup de boutons. J'ai dit, mais cette personne-là, pourquoi elle voyage? Parce que je trouvais bizarre que quelqu'un qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Je ne sais pas ce qu'elle a. Mais ça pourrait être quelque chose de contagieux. Donc, il faut que des mesures soient prises pour qu'on fasse attention aussi. Et maintenant aussi, se laver les mains, comme on dit tout le temps. Comme on parlait des mesures barrières. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il faut arrêter de se donner la main, la bise, tout ça? Bon, vous faites comme vous voulez, c'est culturel aussi. Moi, je fais très peu de bises, d'ailleurs. Oui, moi aussi. Quand vous êtes une femme aussi, comme maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui ne donnent pas la main, tout ça, bon, vous en profitez pour bien faire vos trucs. Bon, moi, je donne... Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas être là et se dire qu'il n'y a rien. Il y a des maladies. Et aussi se laver les mains avec du savon. Ça, c'est la moindre chose. Et c'est une mesure d'hygiène simple. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, a déclaré l'épidémie de Mpox en cours comme une urgence de santé publique de sécurité continentale. Ça corrobore un peu ce que vous venez de dire. Plus de 120 pays ont signalé des cas de Mpox en janvier. C'est depuis quelques mois. Depuis entre janvier 2022 et août 2024, avec plus de 100 000 cas quand même confirmés en laboratoire signalé et plus de 220 décès. C'est des chiffres quand même importants. C'est pour ça que nous, quand on parle de 8 cas, les gens vont se dire de quoi ils parlent. Ils n'ont rien. Mais il faut qu'on s'arrête à ça. Parce que quand on laisse une maladie se propager, c'est ce qui amène tout ce nombre de cas aussi important. Et donc, il faut... Une épidémie, on la prend très tôt. On se bat pour qu'elle ne s'étale pas. Mais à partir du moment où elle touche plein de régions ou beaucoup de monde, on devient plus vulnérable et on a aussi moins de chances de contenir la maladie. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très contente que même s'il n'y a que 8 cas, que les gens se soient vraiment concentrés sur ces cas, ont suivi les personnes qui vivaient avec pour considérer que c'est des cas contacts. C'est des stratégies
qui sont maintenant connus. Oui. Le Sénégal, quand même, et pas n'importe quel pays. Absolument. Le Sénégal sait comment on gère des épidémies. Oui. Et donc, je crois qu'il faut tout juste suivre tout ça. Mm. Et puis, dire aussi, moi je le dis souvent, il faut tout dire aux populations. Il faut vraiment rien cacher. Mm. Parce que c'est la meilleure manière après de ne pas être crédible ou que les gens n'aient pas confiance en vous. Donc, il faut rien cacher. Oui. C'est bien de faire les conférences de presse, c'est bien de faire les communiqués. Il faut dire la vérité. Mais il faut aussi donner toujours de l'espoir aux populations. Oui. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? De ne pas tomber aussi dans une sorte de paranoïa, Voilà. c'est important. Et c'est quelque chose, ça c'est très important, qui gère au plus haut sommet. Oui, d'ailleurs, il y a une structure au niveau de la primature qui existait, je crois qu'elle doit exister encore, qui était justement pour aider à ce que tous les ministères travaillent ensemble. Pour que justement on puisse avoir des décisions qui soient prises. Oui. Sinon, chacun se dit, moi, par exemple, tel ministère n'est pas plus important que le mien. Oui. Donc, pourquoi ceci, cela? Donc, quand vous montez la chose, ce sont des instructions qui sont données au plus haut niveau, comme je dis. Oui. Et ça permet de pousser les gens à travailler ensemble. Oui. Le Sénégal a l'expérience, vous l'avez dit, en 2014, le World Government Summit vous a décerné le titre de meilleur ministre, justement pour votre rôle dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Quelles sont les erreurs à éviter dans la gestion de ces épidémies-là? Le Sénégal a été plébiscité, tout ça, pendant toute la période de Ebola. À vrai dire, nous étions en mode de prévention et de préparation 6 mois ou plus avant d'avoir un cas. Oui. Donc, quand vous entendez ce fameux cas importé. Ouais, le fameux cas. Donc, quand vous êtes dans un pays, que vous voyez que la maladie est dans votre zone, peut-être même pas arrivée chez vous, mais elle est quelque part, dans un autre pays, et commencez à réfléchir qu'est-ce que nous, on doit faire. Donc, pour moi, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire, c'est pas chez nous, j'attends. Et quand vous attendez, maintenant, souvent, c'est un peu tard. Donc, il faut être prêt, parce que la préparation, c'est aussi même parfois reprendre la formation du personnel. Il y a des maladies qui ne sont pas connues. Et donc, quand vous êtes personnel de santé, vous avez fait vos études il y a 20 ans, vous n'avez jamais appris. Moi, quand j'enseignais en maladies infectieuses, la fièvre de la vallée du Rift faisait partie des formes, disons, qu'on citait. Dans le cadre des fièvres hémorragiques. Et on disait comme fièvre de la vallée du Rift. Donc, moi, si je ne m'étais pas un peu recyclé, je serais à ce stade-là. Donc, je ne connais rien de la fièvre de la vallée du Rift. Parce que ce n'était pas enseigné du temps où moi j'étais étudiant, ou moi j'étais élève infirmier. Donc, aujourd'hui, c'est important pour ces maladies-là de reprendre en main la formation du personnel, mieux les équiper aussi, et qu'ils soient prêts. Donc ça, c'est pour moi être précoce, prise en charge précoce, pas des maladies, mais de l'épidémie. Bien se préparer, prendre les mesures préventives qu'il faut, aider les structures à être mieux équipées, équiper le personnel de santé pour ne pas qu'il ait peur de toucher les malades, etc. Et faire sa réserve en médicaments au cas où. Donc ça, on le fait avant. Donc moi, je pense que ça, c'est la première chose. La seconde chose, je l'ai dit tantôt, c'est dire la vérité. La communication. Il ne faut jamais dire il n'y a rien, vous avez 3 cas, vous dites il n'y en a pas, etc. Tôt ou tard, les cas vont être visibles et tout le monde sera au courant et les gens n'auront plus confiance. Absolument. Donc ça aussi, ça me semble important. Et aussi, parce qu'on parle d'épidémie, on ne sait jamais quelle va être l'ampleur. Il faut très vite que des mesures, comme je l'ai dit, au plus haut niveau, qu'on sente qu'on a quand même un leadership qu'il faut que les gens se disent alors comment ça s'est passé, interrogent, etc. C'est important. C'est important. Donc, au moins ces 3 choses-là. Et puis, bon, il faut être toujours justement en contact avec votre environnement, le monde, savoir ce qui se passe. On ne reste pas dans son pays comme ça, on s'assied dans son bureau, on fait des petites réunions locales. Le monde, il est ailleurs. Absolument. Il faut que tous les gens sachent ce qui se passe partout.
Et c'est ça qui vous permet de vous dire, ah, il y a eu tel cas en Chine, peut-être ça va venir chez moi. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé pour la Covid-19. La COVID-19. Absolument. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais on va revenir d'ailleurs au forum pour terminer. Mais juste, nous sommes en octobre, professeur Awa-Marie Coll-Seck, Octobre Rose. La lutte contre les cancers, plus de 11 800 cas par an encore au Sénégal pour 8 134 décès. 70% des cas de cancer sont diagnostiqués en stade avancé. Comment se fait-il? Pourquoi, là aussi, on ne voit pas encore les résultats de ces années de lutte et de plans et de stratégies? Les MNT, de façon générale, restent en progression. C'est le cancer d'une manière générale, qui est une maladie qui va, dans ce monde-là, de plus en plus toucher de gens. Parce qu'il y a un environnement mondial, que ce soit la pollution ou autre, qui est un environnement qui est favorable à certaines choses. Oui. Et à toute cette perturbation des cellules. On a vraiment un monde où il y a beaucoup d'agressions, que ce soit la pollution, les virus, etc. Mais moi, je parle en tant que femme et je dis que le cancer du sein, c'est vraiment une chose, si on pouvait l'éviter, il faudrait en faire une priorité. Le cancer du col de l'utérus, on sait aussi qu'il y a des vaccins aujourd'hui pour ça. Le cancer du sein, on ne sait pas encore, il n'y a pas encore un vaccin. Oui. Mais on sait qu'en le dépistant tôt, on arrive vraiment à aider les femmes à ne pas arriver à des stades où pratiquement c'est incurable. Métastasique. C'est ça. Oui. Donc, Octobre Rose, c'est un mois pour vraiment tirer sur la sonnette d'alarme. Mais il faut que les gens sachent qu'à partir d'Octobre Rose, il ne faut pas arrêter. Oui. Il faut se dire qu'il faut continuer. Et les dépistages se font d'une manière vraiment très intense là, parce que c'est octobre, mais il faut que ça continue. Maintenant, quand une personne aussi est dépistée, il faut qu'il y ait les structures nécessaires pour la prendre en charge, cette personne-là. Donc là aussi, les structures de santé doivent être prêtes. On peut bien dépister, mais il faut équiper et tout, et avoir les spécialistes qu'il faut. On a le problème de la radiothérapie, qui est un problème. Moi, je l'ai vécu parce que c'était une seule radiothérapie qu'il y avait, qui est tombée en panne. Il a fallu envoyer des gens au Maroc pour se traiter. C'était catastrophique. Absolument. Puis, heureusement, on s'est battu pour qu'il y ait plusieurs appareils de radiothérapie. Mais bon, j'entends parfois dire que bon, les appareils sont surutilisés. Parce que aussi, s'ils sont surutilisés, ils peuvent s'abîmer plus vite. Peut-être aussi il y a un problème de maintenance, je ne sais pas. Mais actuellement, il y en a deux à Dalalkiam. L'un tombe souvent en panne et il y a un autre à l'hôpital de Touba et un autre au Centre international de cancérologie. Voilà, il y avait un et c'était au cobalt, donc c'était terrible. Oui, la cobaltothérapie. Ça pouvait même entraîner d'autres problèmes. Maintenant, on est arrivé à avoir 3 ou 4. Bon, il y a un progrès. Mais vu la densité et le nombre de malades, c'est toujours insuffisant. Absolument. C'est pour ça que le dépistage est important, pour que les choses se fassent très tôt, avant qu'on ait besoin de tout cet arsenal pour lutter contre le cancer. Je voudrais profiter de votre émission aussi pour rendre hommage aux femmes et aux femmes qui m'ont sollicité pour que je sois marraine de leur manifestation pour Octobre Rose. Il y en a à Thiès, il y en a à Diofior, il y en a ailleurs, il y a les femmes gendarmes. Donc vraiment, tout le monde s'y met en ce moment. Et je crois qu'il y a eu une grande mobilisation. Et féliciter la LISCA, qui vraiment encadre tout ça. Parce que cette campagne, pour moi, marche de mieux en mieux. Et il faut qu'on continue. Le dépistage d'abord. Et ça, c'est important. La LISCA avec le docteur Fatma Gueye. Ah oui, ça, c'est ma petite sœur. Donc... Très brave et très dynamique. Tout à fait. Il y a beaucoup de personnes derrière elle. Et je pense qu'il faut leur rendre hommage. Absolument. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Votre parole est rare, donc j'en profite pour poser toutes les questions. Avant de terminer cette émission, d'ailleurs, professeur Awa-Marie Coll-Seck, j'aimerais revenir sur 2 dates clés de votre carrière de médecin pour la jeune génération qui nous suit actuellement. D'abord, en 1986. 1986, vous avez diagnostiqué
le premier cas de sida. Et 2014, la riposte donc Ebola, c'est des dates qui vous ont marqué personnellement. Je vous ai entendu le dire dans une interview. Pourquoi ces deux dates? Bon, le sida, d'abord, c'était une maladie qu'on croyait être la maladie des autres ou d'une certaine frange de la population. Et c'est arrivé comme ça. Il faut dire qu'il y avait des gens et des chercheurs sénégalais, notamment le professeur Souleymane Boub, et un comité national aussi, qui avait été mis sur pied bien avant même qu'on ait des cas de sida. Donc, c'est pour ça, moi, j'insiste sur non seulement la prévention, mais aussi le fait de commencer à travailler avant même qu'il y ait une maladie. Le premier cas de sida, quand nous l'avons diagnostiqué, j'étais au service de maladies infectieuses et au laboratoire, il y avait une dame qui s'appelle, professeure aussi, qui s'appelle Mireille Prince-David. J'ai eu un prélèvement, un malade qui me semblait suspect, je lui ai donné. Pour vous dire, à l'époque, on ne faisait même pas le test au Sénégal. Donc, elle l'a envoyé chez un de ses collaborateurs en France, qui, lui, après l'a réveillé en pleine nuit pour lui dire c'est un cas de sida. Elle m'appelle aussi pour me dire tu as diagnostiqué le premier cas de sida au Sénégal. En 1986. C'était donc, pour vous dire, depuis 1981, on en parlait partout dans le monde. Mais nous, ça a commencé, enfin, on en a. Et c'était surtout des migrants, des gens qui venaient des zones, notamment Afrique de l'Est et Afrique du Sud, australe, qui vivaient là-bas, qui ont été dans un environnement où il y avait parfois jusqu'à 25% des adultes qui étaient infectés. Donc, venaient au Sénégal malades, etc., etc. Donc, ça m'a marqué, bien sûr, parce que ce n'était pas une chose qu'on avait l'habitude de voir. Et puis, ça m'a marqué parce que ça vous prend énormément d'énergie. La compassion que vous devez avoir, le fait de dire à quelqu'un, vous avez le sida, c'est très lourd à porter. Donc, on avait même, là aussi, le professeur Omar Silla, qui était psychiatre et qui nous aidait parfois. On faisait des sortes de discussions, focus group, tout ça, pour parler de nos problèmes. Et vous pouviez passer une nuit blanche en vous disant, qu'est-ce que je vais dire au malade? Comment je vais lui dire? Comment je vais lui annoncer la maladie? Voilà, pour que le malade ne tombe pas en syncope. Et il fallait vous dire, je fais ça. Bon, non, si je fais ça, ça va être comme ça. Pendant toute la nuit, vous pouvez passer votre temps sur ça. Et le matin, vous vous levez maintenant parce que vous savez que la personne va venir en consultation. Parfois, c'est un couple. La personne peut accepter, mais comment elle va le dire à son conjoint? Moi aussi, je ne veux pas être trop longue, mais voilà, pour vous dire, le sida, ça a beaucoup marqué ma vie. Et la multidisciplinarité et la plurisectorialité, je l'ai appris avec le sida. Parce que avec le sida, aussi, tous les corps, toutes les disciplines étaient impliquées. Ce n'est pas qu'un problème médical, c'est un problème psychologique, c'est un problème anthropologique, c'est la famille, c'est la communauté. Donc, on travaillait avec tout le monde parce que c'était nécessaire. Ebola, on en a parlé déjà. 2014 aussi, ça vous a marqué. Parmi vos fiertés également, l'adoption de la loi anti-tabac en 2014, toujours. En tant que ministre de la Santé, à l'époque, ce texte interdit, rappelons-le, toute publicité autour des produits du tabac, interdit également la vente de tabac à proximité des établissements scolaires et interdit aussi de fumer dans les lieux publics. 11 ans après, le gouvernement actuel a ajouté plus de taxes. Donc la taxation sur le tabac passe de 70 à 100%. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour lutter contre le tabac? C'est vrai que le problème de la taxe, effectivement, était dans le premier décret et dans la loi. C'était une loi d'abord. Et nous avions pensé que c'était il ne fallait pas oublier aussi que c'est là qu'on a commencé à mettre sur les boîtes des photos de personnes qui avaient du cancer du poumon, cancer des lèvres, tout ça, pour montrer aux gens, voilà où vous allez. Un aspect dissuasif, mais est-ce que ça a marché vraiment Oui, ça marche, ça marche, mais c'est le commencement qui est le problème. Il faut éviter de commencer, parce que quand vous commencez, c'est difficile de vous arrêter. Il y a plein de personnes de bonne volonté qui se battent pour arrêter, mais qui n'arrivent pas, parce que c'est l'accoutumance.
Il y a un centre qui existe au niveau de Fann aussi pour Oui. les personnes qui ont envie d'arrêter de fumer, etc. Oui. Mais- Vous parlez du CEPIAD, Pardon? du CEPIAD. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, je ne veux pas Oui, utiliser oui. certains mots, mais c'est ça, c'est à Fann. Oui. Et donc, voilà, c'est possible de s'arrêter. Maintenant, plus c'est cher, plus il y a une catégorie qui ne pourra plus l'acheter. Et même au Sénégal, c'est encore pas trop cher. Mais vous allez en Europe, si vous achetez même une boîte, vous vous dites quoi? Ouais. C'est pas possible. Ça coûte très Aux cher. États-Unis, même chose. Ouais. Donc les gens ont pensé qu'il fallait vraiment aller taper très fort pour que au moins l'argent qui part en fumée, qui parte, mais vous savez maintenant que vous avez mis Vous trop savez, d'argent. vous sentez vraiment cette fumée. Voilà. Mais là, c'était pour moi, j'ai beaucoup travaillé avec les ONG, avec par exemple le professeur Kassé, Oui. enfin toutes les Ouais. personnes qui s'étaient impliquées. Oui. Moustapha Diakhaté, député. Le député, Il ancien était là-bas, président du du groupe groupe parlementaire Ben parlementaire. Bokuyakar. Il était là et il nous a beaucoup appuyés quand Ouais. on a voulu faire passer cette loi. Mm. Il y a aussi une jeune sœur qui était députée, qui est décédée aujourd'hui, qui était là aussi pour nous aider. Donc, les parlementaires ont fait énormément aussi pour Oui. nous permettre de faire passer cette loi-là. Absolument. Ça, ce sont donc vos fiertés et les dates qui vous ont marqué. Quels sont maintenant vos plus grands regrets en tant que médecin et votre plus grande frustration en tant que ministre de la Santé? Oh. C'est bien parce que c'est des questions que j'ai beau parler partout dans le monde, mais c'est bien de poser ce genre de questions. Ça va permettre de réfléchir un peu. Peut-être que ma plus grande frustration En tant que ministre de la Santé. en tant que ministre de la Santé, c'est peut-être d'être arrivé un peu tard pour lancer la couverture maladie universelle à l'époque, Oui. qui est aujourd'hui la couverture sanitaire, parce que c'est effectivement, quand on parle d'une maladie, on parle de prévention et de traitement. Donc, si on change en mettant sanitaire, ça élargit aussi aux déterminants, etc. Donc, il y a un progrès dans ce sens-là. Oui. Mais jusqu'à présent, on n'a quand même pas plus de 50%, moins je peux dire de 50% de la population Oui. qui a accès vraiment à cette couverture sanitaire universelle. Donc peut-être que si j'étais arrivée plus tôt, j'aurais plus et plus. Mais ce qui est clair, c'est que quand j'étais là, c'est passé peut-être même d'une vingtaine de pourcents à 50%. Mais Oui. on sait aussi que c'est beaucoup de gratuité, Oui. les enfants de moins de 5 ans, les sujets âgés, Absolument. mais tout ça, c'est de l'argent. Et Absolument. on s'est retrouvé aussi avec une dette hospitalière Oui. élevée parce que aussi l'État n'a pas suivi. Mm. Parce que quand on dit aux gens, vous avez une gratuité des soins, même de la césarienne, Oui. eh ben, la césarienne, elle a un coût. Donc, si l'État dit il y a une gratuité, la personne vient, on lui fait sa césarienne, mais l'État ne paie pas, Oui. il y a un problème. C'est Donc, problématique. on a ça peut-être pour moi. Bon, je pense que tout le monde est sensible à ce problème de couverture sanitaire universelle. Et donc, je vois aussi que j'en ai entendu parler récemment dans des panels ou interviews. Ça veut dire que les gens y croient et qu'ils se battent pour que ça marche. Oui. C'est la seule solution pour que les personnes puissent arriver à ne pas être malades d'abord, mais aussi quand elles sont malades, à ne pas être Stressé. stressées. Toutes les personnes qui sont malades, y compris moi-même, Oui. quand vous devez acheter tous ces médicaments, vous vous dites, mais ce n'est pas possible. C'est vrai. Donc, quand vous avez une assurance, ça vous permet. Donc, il faut que l'assurance aussi ne soit pas qu'à la base, mais que ce soit une assurance qui permette aussi de prendre des hospitalisations, des médicaments plus chers. Oui. Donc, c'est tout un enjeu, Oui. mais j'espère qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, j'entends beaucoup parler de ça. Oui, ça c'est la frustration en tant que médecin, en tant que, comment dire, ministre de la Santé. Le plus grand regret en tant que médecin, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je n'ai pas beaucoup de regrets hein, Non. en tant que médecin. Peut-être que si on avait très tôt considéré la santé comme une priorité et qu'on lui donne les moyens de cette politique de santé, qu'on dépasse les 15% au moins, qu'on nous dit, qu'on sache que le Sénégal fait partie de ça. Peut-être ça, c'est
quand même une frustration de médecins Oui. et de ministres. J'entends bien. On termine par le forum, donc le forum Galien qui va se dérouler donc la semaine prochaine du 28 au 31 octobre. Le président Bruno Cohen l'a dit dans son discours l'année dernière. La question de la souveraineté est revenue aussi dans son discours. Et il a dit aussi que vous allez continuer à jouer un rôle central dans la révolution scientifique en gestation en Afrique. Le forum en est à sa 8e édition. Quelle est la transformation concrète que vous souhaitez voir s'opérer sur le continent d'ici les 5 prochaines années grâce aux conclusions et aux recommandations de ce forum Galien Afrique? Alors, le forum Galien Afrique, je pense, intervient à une période importante de transformation en Afrique. Et d'aller même parler jusqu'à la souveraineté, ça veut dire qu'on veut que les choses bougent. Absolument. Maintenant, nous proposons une plateforme à tous les acteurs. Ce n'est pas une réunion du secteur privé, ce n'est pas une réunion des ministres, ce n'est pas une réunion que des communautés. Nous invitons et nous avons un programme qui intègre tous les acteurs communautaires, les chercheurs, les gens qui ont politiquement un pouvoir de décision, les jeunes, les femmes. Nous pensons que tout le monde a son mot à dire et nous utilisons cette plateforme pour qu'on puisse transformer la santé en Afrique et qu'on devienne beaucoup plus performant et qu'on puisse réagir beaucoup plus vite et en prévenant, place importante dans la prévention, parce que moins on aura de malades, mieux on les prendra en charge. Mais également le travail au niveau de tous les secteurs. Tout le monde doit se sentir concerné. Oui. Je suis sociologue, je dois réfléchir à comment les populations intègrent la maladie, comment ils la perçoivent. Et ça va aider à ce qu'on ait une meilleure prévention ou même pendant le traitement, que ça puisse se faire autrement. Donc, ce n'est pas que le médecin. Moi, je suis médecin, mais je dis que ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que la santé, c'est un problème qui est beaucoup plus vaste que la maladie ou le médecin lui-même. C'est plus large et tout le monde doit se dire « j'ai un rôle à jouer ». Donc, c'est pour ça que nous faisons venir tout ce monde-là et que nous donnons surtout la voix aux jeunes avec beaucoup de focus sur le leadership et sur les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle. Donc, comment on va utiliser tout ça pour changer la trajectoire de ce qui se passe en Afrique? Les jeunes jouent un rôle important et on leur donne 2 jours pour qu'ils vraiment s'expriment, pour que les innovations soient présentées et on les encourage avec des bourses, avec des prix. Tout ça pour que vraiment les choses se fassent en tenant compte de la jeunesse. Nous avons même pris une chose qui ne s'est jamais faite, c'est qu'on a sélectionné les meilleurs étudiants d'Afrique, des universités africaines, que ce soit médecine, pharmacie, odonto ou biologie, etc., pour qu'ils viennent à Dakar, pour qu'on puisse parler avec eux de leadership. C'est eux demain, et aujourd'hui d'ailleurs, qui doivent prendre le relais. Et on a une sorte, ce qu'on appelle l'académie, c'est-à-dire que pendant 2 mois, ces jeunes qui ont été identifiés font un cours tous les week-ends sur le leadership et sur l'intelligence artificielle. Absolument. Et après, quand ils arrivent à Dakar, c'est pour présenter au public ce qu'ils ont fait, comment ils ont vu les choses, qu'est-ce qui a changé en eux, etc. Nous avons aussi les femmes. C'est important parce qu'on sait que les femmes sont au début et à la fin de tout ce qu'on fait en matière de santé. Absolument. Donc, on leur donne aussi la parole. On donne la parole aux scientifiques et on la donne aussi aux décideurs. Nous n'oublions pas de dire que toutes les sommités, c'est-à-dire les Africains qui ont eu des prix, qui sont reconnus partout dans le monde, ces Africains-là, on leur donne la parole pour qu'ils nous guident aussi dans ce que nous sommes en train de faire. Et à la fin, nous avons le président de la République qui est là pour la cérémonie de clôture. Et c'est le moment pour nous de donner le prix Galien, qui est un prix en réalité qui est multiple, puisqu'il y a la meilleure production pharmaceutique pour inciter
l'industrie pharmaceutique. Nous avons le meilleur produit, disons, de diagnostic, la tradithérapie, les produits digitaux. Et ça nous permet d'avoir au moins 1 ou 2 prix. Et nous donnons des prix aussi à des personnes qui se sont distinguées. Oui. Vraiment, comme j'ai eu ce prix aussi au niveau de l'OMS, je crois qu'il faut aussi donner la possibilité. Juste, je pense que puisqu'on a déjà sorti le communiqué, oui. Ce sera une petite surprise, mais nous avons une Sénégalaise qui est très connue dans le monde de l'intelligence artificielle, oui. Qui va recevoir un prix. Oui. Président de la République. Donc, c'est pour vous dire... Et son nom, on peut la voir. Elle s'appelle Adji Bousso Dia. Adji Bousso Dia. Voilà, elle est à Princeton, aux États-Unis. Oui. Et elle est très connue là-bas. Donc, il faut qu'on montre aussi qu'il y a des Africains qui sont meilleurs que tout le monde. Et il ne faut pas les cacher. La ressource humaine de qualité. Tout à fait. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, la télémédecine également. Est-ce que ce sont des mécanismes qui peuvent participer à l'autonomie sanitaire? Tout à fait. Donc tout ça, on va en parler. Il y a une session spécifique sur les innovations. Donc toutes les personnes, les ministres et autres, les communautés qui ont utilisé ces outils pourront venir s'exprimer. D'abord dans un panel, puis la parole sera au public pour que chacun puisse donner son point de vue. Et après, on a une déclaration finale, qui est une déclaration qui prend en compte tout ce qui a été dit, avec des propositions et des requêtes qui sont faites aux différents types de participants, jusqu'aux politiques. Oui, déclaration qui sera lue devant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Tout à fait. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi à vous. Vous m'avez, comme vous dites, je suis pas fréquente sur les plateaux, mais j'ai répondu à votre invitation parce que je sais aussi qu'il faut donner la chance aux jeunes comme vous. Merci. Et je vous félicite pour ce que vous faites. Merci beaucoup, professeur. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup. À vos collaborateurs, merci. Aux téléspectateurs que nous verrons. Merci beaucoup, professeur. C'est un plaisir pour Evenprod de vous recevoir et nous vous souhaitons bon forum, tout simplement. Merci beaucoup. C'est vraiment important pour le Sénégal et pour l'Afrique. Absolument. Merci à vous, chers téléspectateurs. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos programmes sur la plateforme Evenprod. À bientôt.